Bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Quand tu sors d'une carrière, que tu as vécu des moments de dingue et tout, il faut savoir aussi, c'est hyper dur, à toute petite échelle, pas forcément à des grandes échelles ou quoi. Les gens ils sont derrière toi à fond, puis du jour au lendemain t'arrêtes, plus personne te pose des questions, te demande ce que tu fais, etc. D'un coup t'es plus machin qui gagnait, voilà, j'en connais moi, ils ont été champions du monde, ils ont fini au bar 3 ans après, serveur quoi. Du coup la différence sociale des fois elle fait mal entre guillemets à l'ego. Je suis Solène Rigoulet et chez moi le sport est une histoire de famille. C'est ancré dans mes gènes puisque très tôt je développe une passion pour l'Olympique Lyonnais et les sports d'hiver. Passion qui évolue et grandit toujours aujourd'hui à tel point que j'aime tous les sports et ce que je préfère c'est encourager les athlètes tricolores. Ici tu entends parler de toutes les disciplines et de toutes les pratiques. Aujourd'hui, rendez-vous avec un artiste des montagnes. Il pensait avoir pris sa retraite pour de bon et finalement, les choses ont changé il y a quelques semaines. Ben Burati est skieur freestyle autodidacte. On parle ensemble de ses entraînements, des compétitions de big air et de slopestyle, de sa participation aux Jeux de Pyeongchang en 2018. Mais surtout, on parle des émotions qu'il transmet à travers son sport parce que oui, Ben réalise des films de ski. Tout est beau. Les images, la montagne, le sport et les émotions. Alors qu'il avait fermé le livre du haut niveau, Ben a testé récemment le ski freeride et tout est remis en question. Je te laisse découvrir ça dans l'épisode. Ensemble, vibrons plus fort. Petite, quand j'allais skier, je passais des heures à regarder les skieurs faire des figures dans les zones de freeride. J'ai toujours été hyper impressionnée, déjà par le risque qu'ils prennent, mais aussi par la beauté de la réalisation des figures. C'est de l'art, c'est esthétique. Et aujourd'hui, je suis avec l'un de ces artistes des montagnes. Je reçois Ben Burati. Bienvenue dans Tribune et Podium. Bonjour Ben. Salut Solène. Merci d'être avec moi dans Tribune et Podium. Et pour te présenter aux auditeuristes du podcast, je vais te demander de le faire en une phrase pour me parler de ton sport et une phrase pour me dire qui tu es en dehors de la poudreuse. Alors, une phrase pour mon sport, je dirais la liberté. Et après, je dirais une phrase en dehors du sport. En dehors du sport, je dirais la découverte. La découverte d'autres, l'ouverture d'esprit, de pas être que renfermé sur mon ski, mon sport, etc. Mais plus être justement ouvert à d'autres choses que sa passion, mais aussi être ouvert à découvrir d'autres choses. Du coup, quand tu étais plus jeune, toi, tu as grandi dans les Alpes. Comment est-ce que tu as commencé le sport et par quoi est-ce que tu as commencé ? J'ai commencé le sport parce que j'avais mes parents qui étaient là-dedans. Et pas forcément leur métier de base, c'était pas forcément dans le monde de la montagne, mais ils ont toujours fait du sport, ils ont grandi dans les montagnes, donc ils ont fait du ski alpin quand ils étaient jeunes, etc. Et chez nous, quand tu apprends à marcher, tu apprends aussi à skier, c'est la même chose. C'était tous les week-ends, on était au ski. Et puis c'était une passion, ça faisait partie de l'éducation, le ski. Et moi j'ai tout de suite accroché, depuis tout petit je pense à un truc, on m'a appris à marcher, on m'a mis sur des skis et depuis j'aime toujours ça et je sais pas, c'est inné, c'est inexplicable vraiment. Est-ce que tu te rappelles de tes premiers pas à l'école de ski ? Parce qu'il y a eu les moments où tu allais sûrement avec tes parents, mais il y a eu aussi, peut-être même que tu faisais du ski avec l'école. Est-ce que tu te rappelles de ça ? Tout ce que je sais, c'est que ma mère, la seule chose qu'elle avait pu me dire, c'était que ça était allé trop vite et qu'elle a jamais su se souvenir de moments où j'étais passé. Elle m'a l'impression qu'elle m'a jamais appris en fait à skier. Ça allait tellement vite, j'ai tellement appris hyper rapidement que je suis pas forcément passé par des écoles de ski. Mon premier club, ça a été un club de ski de boss à Megève. À l'âge de 12 ans, c'était le coach qui était venu voir mon père sur la piste, il m'avait repéré, ils étaient allés voir mon père en disant « le jeune, il skie bien, faudrait qu'on le prenne au club », mais j'étais encore un peu jeune. Mais sinon, j'avais jamais fait de club, en fait. J'ai plus ou moins appris tout seul jusqu'à 12 ans avant de rentrer vraiment dans un club. Et je voulais pas faire de ski alpin, etc. Nous, c'était pas trop on avait pas trop la culture ski alpin. Faut que tu fasses des portes, etc. C'était un peu plus, fais ce que tu veux.
tant que tu te fais plaisir et que t'aimes le ski. Enfin, il n'y avait pas vraiment de but en fait. Mes parents, ils n'avaient pas de projet de se dire on va essayer de faire un petit athlète qui va être bon en ski, faire des résultats. Franchement, c'était pas du tout prévu. C'était vraiment on fait du ski pour se faire plaisir et puis point. Attends, du coup, jusqu'à 12 ans, t'as pas pris de cours particulièrement, mais t'allais skier juste avec tes parents, en famille, enfin, parce que pour te faire plaisir, il faut quand même ne pas juste descendre la piste tout droit, quoi. Ouais, c'est clair. Bah en fait, non, c'était mon père, il était un peu fou sur les skis. Il faisait des sauts, il avait 40 ans, il faisait des 3-6 en bord de piste. J'avais mon frère, pareil, il était pareil, il faisait un peu des sauts, il m'a transmis un peu, on regardait les vidéos de ski de Candide, les films, les Rastafari, tous des films qui ont marqué un peu l'histoire du freestyle. Et à l'époque, les cassettes, les DVD, on rentrait à la maison le soir, on regardait ces cassettes-là. Et le lendemain, on fait la même chose. Exactement, c'était tout dans la tête. Et franchement, en fait, c'était beaucoup le visuel, quoi. Je regardais des vidéos et j'essayais de m'imaginer faire ce qu'il faisait. Et puis on partait skier. Voilà, j'ai pas été dans l'apprentissage du tout par le côté très moniteur de ski, la base du ski, c'était vraiment tout sur le tas. Et quand t'arrivais à passer un trick que t'avais vu justement sur une des vidéos de Candide ou autre, tu ressentais quoi? Bah déjà, c'est arrivé plus tard quand même. À l'âge de 12 ans, je ne sais pas encore les sauts de Candide, mais non, mais juste ces sensations-là plus tard, parce que j'avais atteint des sauts, etc. Et bien sûr, c'était trop cool de pouvoir acquérir ces sauts-là que tu as toujours rêvé de faire. Puis une fois que tu les as fait, après, c'est sympa. Mais ouais, c'était beaucoup des tout petits. Tu voulais faire ton premier 360. Après, tu l'avais eu dès que c'était rentré. Je sais pas, j'avais envie toujours de faire plus. Puis après, à 12-13 ans, je rattrapais déjà mon frère. Puis après, ça a vite enchaîné. Et puis j'étais à fond. Je faisais beaucoup de trampoline aussi. C'était un moment où il y avait pas mal les trampolines qui te permettaient d'apprendre à faire tes sauts. Et après, de pouvoir les faire sur la neige. Tu pouvais déjà t'entraîner un peu dans les airs avec ça. Tu dis que tes parents, ils se sont pas dit on va en faire un petit athlète en le mettant sur des skis assez tôt. Mais toi, est-ce qu'à un moment donné, quand tu as vu que les figures passaient petit à petit avec l'entraînement, etc., tu as voulu y croire et rêver à devenir pro? Bah ouais, carrément. En fait, je m'étais pas fixé quand j'étais petit d'objectif à trop vouloir me vendre du rêve en mode je vais vraiment mon objectif c'est d'être dans le top 10 mondial, d'être le meilleur skieur. Je m'étais dit si j'ai des petits sponsors, que j'arrive un peu à faire mes trucs à droite à gauche et tout. Enfin, j'avais vraiment pas idée d'aller loin. Et c'est plus fait petit à petit, mais par contre, j'avais vraiment envie de réussir. Alors, je savais pas si ça allait un jour gagner des titres ou pas. Mais par contre, au fond, moi, j'avais envie de tenir un truc et ça me tenait. Je sentais qu'il y avait quelque chose. Mais j'avais pas envie de me vendre du rêve en me faisant, genre, je vais être le champion du monde. Et non, j'étais plutôt terre à terre. Mais par contre, au fond, moi, je savais qu'il y avait un truc et j'y suis allé à 200%, quoi. Parce que toi, dans ton sport, on parle de freestyle et tout. Je sais par exemple que pour certaines disciplines, il y a le rêve olympique. Parce que c'est comme, enfin, on voit ces anneaux olympiques, etc. Toi, ta discipline, elle est arrivée tardivement aux Jeux. Du coup, peut-être que ce qui te faisait rêver, c'était plus les X Games. Exactement, ouais. Nous, on avait les premiers Jeux Olympiques en freestyle, ils sont arrivés en 2014. Et moi, tu vois, à cette époque-là, j'avais 15-16 ans. Et je me souviens encore, on les avait regardés avec des amis lors d'un voyage en Slovénie pour un film. On faisait un film de ski, j'étais vraiment jeune. C'était un de mes premiers voyages. Et ouais, c'était la première fois que c'était au JO, machin, ça avait explosé les records en termes de vue. Les JO de Sochi, le slopestyle, c'est une des disciplines qui a été le plus vue. Ouais, mais c'est tellement esthétique aussi. Ouais, ça a vraiment, ça avait sa place de loin. Du coup, quand en 2014, pareil, quand j'ai vu ça, je m'étais dit, les prochains, c'est sûr, il faut y aller, quoi, ça va être bon. Puis j'étais encore dans la tranche où, en fait, tous les 4-5 ans, il y a les générations, elles tournent au niveau des équipes de France. Il y a les nouvelles générations qui montent, le sport il progresse hyper vite. Donc du coup, c'est un peu une vraie table tournante qui va super vite. Contrairement à d'autres sports où tu peux avoir, il y en a, ils peuvent faire 10 ans dans une équipe. Enfin, tu vois, les joueurs de foot, les carrières, elles sont longues. Alors qu'en slopestyle,
Ouais, ça va vite, quoi. Ça peut durer 5 ans, ça peut durer 10 ans. Après, souvent, soit il y en a qui arrêtent, soit il y en a qui vont un peu plus dans le freeride. Et là, tu peux tenir un peu plus longtemps parce que ça demande moins de technicité dans les airs. Mais oui, pour revenir à ta question, du coup, les X-Games, c'était plus un objectif. Quand j'étais petit, c'était plus les X-Games que les JO. Après, les JO, le truc, c'est que tu parles à n'importe qui, les JO, tout le monde connaît. Alors que les X-Games, c'est moins connu, mais c'est plus c'est sûr pour le côté corps, sport. C'est sûr que ouais, les X-Games, un athlète qui fait du ski freestyle, il préfère les X-Games, ça aura plus de valeur pour lui que les JO. Et encore, les X-Games, ça a moins de valeur qu'avant, je trouve. Avant, c'était vraiment un bon événement. C'était vraiment, il n'y avait pas les JO, il n'y avait rien. Et c'était aux États-Unis, c'était vraiment reconnu médiatiquement. C'était un truc de dingue. Maintenant, ça allait un peu moins quand même. Ah ouais, ok. Ouais. C'était qui les athlètes qui te faisaient rêver? Ouais, à l'époque, on a tous regardé des vidéos de Candy, Tanner Hall. Ouais, il y en a eu plein. Hein. Ok. Il y en a eu plein, ouais. En français, Candy Tovex, quoi. Ouais, en français. Globalement. Ouais. Ok. On est fin janvier 2018. On est à Mammoth Mountain aux États-Unis pour la dernière Coupe du Monde avant la qualification des Jeux Olympiques. On est sur la dernière étape de la Coupe du Monde et c'est là où ça va jouer le classement pour rentrer dans le top 30 mondial et pouvoir avoir sa place pour rentrer aux Jeux Olympiques. La dernière Coupe du Monde, elle est une semaine, 10 jours avant le départ des Jeux Olympiques. En gros, il reste une étape de Coupe du Monde. Pour l'instant, je suis pas dans les 30. Et c'est soit cette Coupe du Monde, il se passe un truc et puis j'ai ma place, sinon il se passe rien, quoi. T'as plus de chances au JO de faire un truc que sur une Coupe du Monde parce que sur une Coupe du Monde, à l'époque, on était 60 au départ. Du coup, sur les JO, on est 30. Il y a la moitié qui est déjà, en fait, par rapport au quota du nombre de places, t'en as moins au JO que sur une Coupe du Monde. Donc, en fait, et puis sur les JO, t'as beaucoup plus d'entraînement déjà sur place et avec la pression et tout, t'as la moitié qui tombe, enfin, déjà qui se perd avec la pression. Du coup, en vrai, t'as beaucoup plus de chances, même si t'es pas forcément favori sur le moment, t'as beaucoup plus de chances de faire une médaille au JO que sur une Coupe du Monde, en fait. Ouais, okay. Les JO, ça peut être la roulette russe. Hein. Il peut y avoir quelqu'un sorti de nulle part et ce jour-là, il est là, il gagne et puis c'est réglé. Hein. Le but, c'était de se qualifier et puis d'aller essayer de faire une médaille, quoi. Donc, on est fin janvier aux États-Unis. T'as 2 runs de qualification. Ouais, où souvent, il y a 2, 3. À l'époque, il y avait 4 poules. Il y a 4 poules et en gros, il faut que tu fasses. On est 30, on était 20 par poule. Et en gros, il faut que tu sois dans le top 5 aux qualifications. Tu as 2 runs pour être dans le top 5. Et une fois que tu es dans le top 5, tu rentres à la finale. Et à la finale, on était moins de 20, moins d'une vingtaine. Je suis dans un état d'esprit sur les. En fait, les qualifs et les finales, c'est pas le même jour. Et puis, ce jour-là, jour des qualifs, je sais pas, j'ai bien skié, mais gros. Enfin, je rentre du coup en finale. Déjà, bonne libération pour les points, mais à voir parce qu'il n'y a jamais rien qui est déterminé. Et ensuite, du coup, le jour des finales, après, je finis dans le top 10. Du coup, ça me fait pas mal de points. Et en fait, le truc, c'est que j'étais 31e sur le classement et il y avait un Néo-Zélandais dans les 30 qui était blessé, sauf qu'il n'y avait pas d'autres Néo-Zélandais pour le remplacer. Et moi, je devais, du coup, en 31e, je devais être dans le top, du coup, rentrer dans ce top 30 et ouvrir un quota pour la France pour rentrer sur les JO. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Donc, si ce Néo-Zélandais, il n'était pas blessé, j'étais 31e, et à une place, j'allais pas au JO, quoi. Qu'est-ce que tu ressens, du coup, quand tu sais que enfin tu vas avoir ce billet pour Pyeongchang? Déjà, c'est une bonne satisfaction. Ça fait plaisir quand même d'aller chercher tes équipements, de voir que ça s'officialise. Tu vas représenter dans le pays quand même pour une Olympiade et tout, c'est quand même cool. C'est une bonne expérience. Après, tant que t'es pas au départ et que t'as pas réellement pris le départ, t'as pas fait les JO. Donc tu peux y aller et si tu te fais mal aux entraînements, t'es allé aux JO, mais t'es pas vraiment allé aux JO. Donc tant que c'est pas fini, tu peux pas vraiment, on va dire officiellement que ça fait les JO. Mais non, après, au vrai, les JO, c'est sur le papier, c'est impressionnant, tout le monde en parle parce que c'est les JO. Mais sinon, après, en soi, c'est comme une Coupe du Monde, quoi. T'as les mêmes athlètes, t'as le même parcours que d'habitude qui est un peu plus imposant. Mais sinon, tout est pareil. Il y a juste le logo qui change, quoi.
le fait aussi d'être au milieu de toute la délégation française, est-ce qu'il y a quelque chose aussi de différent que par rapport à la Coupe du Monde, où vous êtes beaucoup moins nombreux sur une Coupe du Monde que quand il y a tout le monde d'un coup sur une cérémonie d'ouverture ou ce genre de choses? Ouais, c'est impressionnant de voir autant de nations, découvrir autant de sports, parce qu'il y a même des sports du coup que tu découvres, discuter aussi avec d'autres athlètes de d'autres disciplines qui ont complètement rien à voir. J'avais discuté avec l'équipe de bobsleigh et il y avait un des gars de l'équipe, il bossait, il habitait pas très loin de chez moi, vers Bonneville, en Haute-Savoie. Et il avait une petite vie de famille, il bossait à l'année, il faisait ça en plus le week-end. Voilà, le mec, il avait une vie normale et puis il faisait juste ça comme ça et il représentait les JO pour le bobsleigh quoi et il s'entraînait. Enfin, c'était assez marrant de voir, de discuter avec d'autres gens, d'autres disciplines et ouais, c'était un beau moment de partage. Après, ouais, c'est sûr qu'il y avait un peu une pression aussi médiatique. Je trouve que des fois, ils mettent une pression médiatique sur des athlètes. Je l'ai vu, j'ai un copain à moi en skate qui a fait les JO à Paris, là, en 2024. Et il avait trop de pression. Il était déjà champion du monde. Et du coup, il est arrivé à Paris, ils l'ont tué, quoi. Genre, trop à lui sauter dessus, à lui dire qu'il était déjà champion, machin. Et ça n'a pas été bon pour lui, quoi. Donc, des fois, je trouve que, ouais, faut bien prendre du recul quand même. Et puis être tranquille quoi avec les médias sur ces gros événements, c'est vraiment là la grosse différence, elle est là en fait surtout. D'un coup, on ne sait pas pourquoi on s'intéresse à ton sport, à toi, alors que il s'est rien passé, tu vois. Juste vu que c'est les JO, d'un coup ça, c'est pas pourquoi il dit t'as 30 télé en bas là, tu sais pas d'où elles sortent et d'habitude il y a pas ça quoi. Comment tu l'as vécu toi les jeux justement? Bonne expérience parce que j'avais pas trop la pression. Après ça s'est pas passé à 100% comme je voulais au niveau du ski, mais après voilà, j'en garde vraiment une bonne expérience. Après le but au début de ces JO c'était quand même de prendre de l'expérience pour faire ceux d'après. Après mes projets ont changé entre temps. Du coup je suis pas allé en Chine. L'objectif il était rempli et le but voilà, j'en garde que des bons souvenirs quoi. Ouais, t'as pu en profiter aussi avec les autres athlètes de chez toi. Enfin, je sais que dans les sports d'hiver, il y a vraiment un truc après la tournée olympique. Ouais. On rentre dans son village, on est célébré avec les autres athlètes du village, etc. Ouais, ça on le faisait. Moi, vu que je représentais la Clusa, club des sports de la Clusa, il y avait toujours on avait fait une grosse remise pour les athlètes qui étaient allés au JO, au village. Il y avait eu une marche, je sais plus exactement. Mais oui, bien sûr, il y avait des meetings avec tous les acteurs locaux qui avaient aidé les athlètes, etc. Il y avait on faisait tout le temps en fin de saison ils appelaient ça des journées athlètes en fait où tout le monde venait féliciter en fonction des résultats de chacun, etc. Et c'est une expérience que tu aimerais revivre? Ouais, carrément. Ça dépend si ça arrive au JO ou pas en 2030 en freeride, mais ce coup-ci en freeride, ça serait peut-être un objectif, ouais. Est-ce que tu dirais que l'expérience olympique, ça a changé ta carrière? Ouais, ça change quand même. C'est plus sur l'aspect pour l'image, pour voilà, déjà c'était plus crédible hein, pour tes sponsors. Même tu vois aujourd'hui, d'avoir participé au jeu, direct c'est quand tu vas avoir une marque ou n'importe qui ou une enseigne, ça te crédibilise vachement quoi. C'est même si t'as pas fait de médaille ou quoi, les JO tout le monde connaît et du coup je dirais plutôt c'est surtout ça qui fait la diff. Mais ça permet de se crédibiliser. Surtout dans ton sport où il y a besoin de sponsors tout le temps. Ouais, c'est ça. Ça te permet d'être un peu plus crédible et plus professionnel dans ce que tu fais quoi. La rage, tu vois, le souvenir associé, c'était, comme on parlait tout à l'heure, la dernière Coupe du Monde là, avant les JO, c'était un peu ça. Hein. C'était la rage de la dernière, la rage de pouvoir aller aux JO. Et... La rage il faut à tout prix que j'y arrive parce que sinon je m'en remettrai pas. Non, en plus la rage de tellement un projet depuis des années qu'il faut que ça marche, quoi. C'est le travail qui va payer et que du coup, ouais, c'est une rage de réussir, quoi. Et d'y croire, ça. Et tu l'as senti aussi sur tes runs que t'étais porté par ça? Ouais. Je sais pas, tu le sens. Je sais pas comment expliquer, mais tu penses pas à ça quand tu skis, mais c'est au fond de toi et t'as envie que ça marche, quoi. Et puis c'est les émotions, elles te suivent, donc ça suit, quoi. Mais après, ouais, je suis pas là, j'ai la rage. Je suis pas sur les skis à me dire j'ai la rage. C'est aller au fond, elle est là, mais
Mais on est focus, on se skie et puis on essaye de se focus au maximum pour que ça marche, quoi. Ouais, c'est dans les entrailles. Ouais, quoi. c'est des entrailles. Je suis pas au départ. Ah, la rage purement. Oui, parce que parfois on entend les athlètes au départ qui crient, qui explosent. De s'exprimer avec la rage. Là, c'est plus la rage, mais la garder au calme, à l'intérieur, pour la mettre au bon endroit, quoi. C'est la rage contenue, quoi. Voilà, exactement. C'est plus ça. La rage, mais calme, à l'intérieur. Ah ouais, la peur, la blessure. La blessure, ça peut être un souvenir comme ça d'une compète où il peut y avoir des enjeux sur des qualifications et t'as le dos, t'as des problèmes de dos et là, il faut que tu mettes en place moins de run que d'habitude parce que t'as mal et de tout mettre, de s'économiser pour le run de qualif. Et ça, c'est chiant. Souvent, c'était de la peur parce que voilà, t'es pas à 100%, t'as la douleur. Et ça peut apporter encore d'autres blessures et des moyens de se faire mal. Donc ça, c'était des moments pas cool. Tu l'as beaucoup ressenti t'as été beaucoup blessé ? Non, moi, je touche du bois. J'ai eu qu'une clavicule et puis un peu de problèmes de dos quand j'avais 16 à 18 ans, des accidents. Mais sinon, j'ai jamais eu des gros accidents. Ok. Ouais, franchement, je m'en sors bien. Et la peur, tu l'avais que sur des runs où tu avais des douleurs, mais tu l'as jamais ressenti dans la pratique de ton sport. Non, c'est que la peur, c'est que via la douleur, du fait que tu as une douleur et qui m'empêchait d'être à 100%, et ça, c'était plus de la peur d'empirer en fait cette douleur, plus de ce côté-là. Et sinon, de la peur purement sur mon sport, j'ai jamais eu peur. Mais pourtant, tu as quand même la notion du danger. Ouais, après, les risques, ils sont calculés. Quand on fait des trucs risqués, on essaye de pas se faire mal et c'est calculé en fait, plus ou moins. On préconise avec l'expérience, tu sais si tu vas te faire mal ou pas. Enfin, tu essayes de minimaliser les risques, quoi. T'apprends à tomber aussi. Ouais, ça c'est avec les années. Il n'y a pas vraiment de technique. Ouais. Pour être mieux réceptionné. Non, il n'y a pas de technique là, c'est les années qui parlent. En fait, maintenant encore moins, parce que maintenant, avec les infrastructures, il y a des gros airbags qui fait que tu peux vraiment faire tes sauts comme sur la neige. Donc, avant, il n'y avait pas ça. Avant, il y avait des fois, tu faisais des sauts, tu les avais jamais fait. Fallait s'accrocher, tu savais pas si ça allait rater sur les skis. Donc, ça, c'était un peu chaud. Et là, maintenant, avec les airbags, c'est comme tricher. Comme tricher, quoi. Pareil, c'est de la triche, quoi. Avant, il n'y avait pas ça. La surprise, là, récemment, quand j'avais jamais fait de compète de freeride. Et du coup, je me suis eu une pseudo-invitation sur un challenger. Là, c'est juste avant l'étape du Freeride World Tour. Moi, je n'étais pas du tout inscrit en freeride de base. Aller sur une première compète comme ça et puis faire une deuxième place, c'était quand même un peu une surprise, quoi. Ah oui, oui. Ouais. Tu nous expliques la différence entre le freeride et le slopestyle, ta discipline d'origine? Ouais, donc le freestyle, c'est vraiment des sauts. Donc, tu as 3 disciplines en tout. Tu as le halfpipe, le slopestyle et le big air. Le big air, c'est juste un saut tout seul que tu peux retrouver maintenant il y a des événements dans des stades de foot. Voilà, c'est simple, c'est un jump. Aujourd'hui, on dirait que c'est ce que fait Tess le 2, non? Exactement. Tess, ça le fait big air et slopestyle. Ouais, souvent quand tu fais slopestyle, tu fais big air aussi. Et ensuite le slopestyle, c'est plusieurs sauts avec des rails comme un skatepark, mais sur la neige. Où là, tu enchaîner tes jumps, faut que tu sois créatif sur les barres de fer, etc. Et ensuite, tu as le halfpipe qui est 2 tubes. Et voilà, c'est ce qui regroupe les 3 disciplines en freestyle. Donc toi, ensuite, tu faisais slopestyle et big air. Voilà, moi je faisais slopestyle, big air. Et ensuite, le freeride, c'est différent. C'est de la montagne où tu viens jouer avec le terrain de jeu, sauter des barres rocheuses, skier vite, trickser un peu sur des mouvements de terrain. Voilà, c'est une ligne. Tu repères d'en bas. Après le freeride, il n'y a pas que la compète, ça peut être aussi une balade. Tu es en montagne et tu repères ta ligne avec des copains. Hop, on va passer par là, on va sauter ici. C'est plus de l'instinct, c'est naturel. Plus tu vas explorer la montagne et c'est de trouver des lignes à faire, quoi. Ouais, aujourd'hui, c'est beaucoup ce qu'on peut voir dans les vidéos sur les réseaux de skieurs freestyle qui font du hors-piste et qui... Ouais, c'est ça.
qui C'est filme. ça. En fait, le freestyle, tu peux en faire en freeride parce que tu viens faire des tricks dans les lignes. Et voilà, c'est juste que le freeride, c'est plus du ski, quoi. C'est du grand ski, c'est beaucoup plus varié. Alors que le slopestyle, maintenant, c'est du ski acrobatique, quoi. C'est des figures, les sauts, c'est souvent les mêmes, etc. Alors qu'en freeride, il y a plus de. Il y a vraiment chaque ligne est différente, quoi. On aurait pu croire que tu avais raccroché les skis, mais tu fais. Du coup, tu as eu cette compétition de freeride qui te donne peut-être envie d'y retourner. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Ouais, en fait, pour reprendre depuis le début, moi, j'ai en fait 2 ans après les JO, j'ai continué à faire 2 ans en Coupe du Monde avec l'équipe de France. Donc, c'était aux alentours de 2020. Ensuite, pendant 4 ans, en fait, je me suis consacré à l'audiovisuel. Donc, j'ai fait des films de ski avec des boîtes de production, des gros partenaires. Enfin, les vidéos, tu peux les retrouver sur YouTube. Et en fait, ces projets-là, ils ont demandé énormément de temps, d'énergie, et donc j'ai pas fait de compète en même temps parce que voilà, j'étais plus concentré sur l'image qui est vraiment important dans notre sport. Et puis, je suis passionné aussi par l'image. Et du coup, c'est ça qui a fait que j'ai eu envie d'aller explorer plus cet univers-là. Et puis aller un petit peu plus aussi dans le freeride, pas rester que dans le freestyle. Donc du coup, j'ai commencé un peu à skier avec un peu plus de gens qui faisaient un peu ça. Et puis voir ce que ça pouvait donner aussi, aller un peu plus loin que son snowpark, et aller voir un peu la montagne, ce qu'elle peut nous offrir. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et après, il y a 2 ans, avec ma partenaire, parce qu'on allait beaucoup l'été en Indonésie, j'ai décidé il y a 2 ans en fait de plus pas arrêter le ski directement, mais d'arrêter de vivre de mon sport, dans le sens où après, il faut savoir que vivre du ski vraiment comme on le fait, enfin comme j'ai pu le faire, ça demande énormément de temps, d'investissement aussi. Les films de ski, il y avait beaucoup de fonds que j'investissais moi-même avec les sponsors en dehors des budgets de prod. Donc à la fin de l'année, au final, je faisais qu'investir sur moi et il restait pas forcément grand-chose. Donc à la fin, tu arrives à un certain âge, il faut poser le pour le contre. Il y a aussi, j'ai eu l'opportunité de faire d'autres choses à côté. Donc j'ai développé un projet sur Bali complètement différent du ski, sur lequel je me suis consacré pendant 2 ans et auquel je continue de travailler. Et du coup, l'idée, ça a été un peu, il y a 2 ans, de mettre. J'ai continué à faire du ski, mais j'ai pas fait de film, j'ai pas fait de compétition. Et là, je suis revenu cet hiver. Là, on est début 2025. Et puis là, j'ai bien skié décembre, janvier. Je me suis fait plaisir. Et puis, j'avais envie de reprendre un petit départ. Ça faisait longtemps. Et du coup, j'ai rejoint une étape sur le Challenger, là, avant le Freeride World Tour. Et puis là, ça a fait une 2e place sur la première étape. Donc, ça a été un peu une surprise. Et donc, du coup, je vais faire 3 autres étapes là au mois de mars. Et puis on verra si ça rentre sur le World Tour l'année prochaine. Ce sera un vrai comeback officiellement. Et puis on verra bien après. On fera petite étape par étape. Tu échanges toujours avec les coachs ou les membres de l'équipe de France pour, tu vois, est-ce qu'il y a de la place, par exemple, pour un retour ? Est-ce que... Ouais, c'est ça qui est assez marrant parce que du coup, je suis toujours en contact avec mon ancien coach de l'équipe de France. Et du coup, quand je l'ai rappelé, je lui ai dit, écoute, je vais faire cette compète là. J'ai avoir besoin de toi. Du coup, j'ai dit, comme en 14, on y retourne, je suis chaud, il y a peut-être ça à jouer. Franchement, je pense que ça peut le faire. C'est un moment que ça me trotte. Là, ça fait 2 ans, j'étais pas trop là-dedans, mais là, je sens, je sais pas, il y a un truc, j'ai senti un truc. J'ai dit, vas-y, on essaye, de toute façon, ça ne nous coûte rien. Je pense qu'il y a une carte à jouer. Et du coup, mon coach Sylvain Lombard, qui était avec moi en équipe de France, qui n'est pas c'est un coach de freestyle à la base, mais il a une analyse du ski très, très bonne. Et il a eu l'habitude de lui, quand il skie beaucoup pour lui, il a l'habitude de faire des lignes. Donc il a un œil très très bon là-dessus. Et du coup, à la Rosière, il n'était pas sur place, mais on a bossé. Je lui ai envoyé 2-3 photos de la face. Je lui ai dit, je vais skier comme ça. Il m'a dit, ouais, pense, il y a peut-être ça à faire. Voilà, on s'est un peu entraidé. Et du coup, ça fait plaisir aussi de repartager ça aussi avec son coach, avec qui on a vécu vraiment des moments de dingue. Et puis je lui ai dit, si l'année prochaine, sur un malentendu, on retourne sur le World Tour, ça va permettre de relancer l'histoire, relancer un peu les... Voilà, comme à l'époque, quoi. C'est vrai que ça manque, c'est des moments que tu vis sur le moment, mais qu'après tu penses
enfin voilà, que ça passe vite, les années elles passent, et puis tu y repenses à des moments et tu te dis, putain, on a vraiment vécu des choses fortes. Du coup, là, de pouvoir les revivre d'une certaine manière, ça fait du bien, ouais, c'est cool. Est-ce que tu pensais avoir fermé le livre de cette vie-là d'athlète de haut niveau, etc. Ou est-ce que dans ta tête, ça a toujours été juste une fin de chapitre, mais l'histoire peut continuer? Il y a 2 ans, c'était plus je pense, c'était une fin de chapitre, mais j'avais vraiment envie d'aller explorer et voir j'avais envie d'explorer d'autres choses, de pas me renfermer dans que là-dedans, dans le monde du ski, etc. Mais après, quand t'es passionné et tout, ça te rattrape forcément. On va être à un moment donné. Puis je vois qu'il y a une marge de progression qui est en freestyle. La marge de progression, moi, j'avais vraiment atteint le fond. Là, les jeunes, ils sont arrivés derrière. Le niveau, il avait explosé. Donc je savais que c'était pas trop, voilà, c'était mort, c'était la fin. Il y a un moment, il faut savoir aussi dire du stop, laisser la place aux jeunes. Et là, en freeride, là j'ai beaucoup plus. Tu vois, il y a des mecs sur le World Tour, ils doivent avoir 35. Enfin voilà, l'âge, tu peux en faire beaucoup plus longtemps. Et là, ma marge de progression avec mon bagage de tricks de freestyle me permet de pouvoir, voilà, de me donner, enfin, d'apporter quelque chose à ce sport. Et du coup, ça donne grave envie, quoi. Juste pour que les gens ils puissent bien se rendre compte, le freeride, du coup, tu es face à une montagne, on te dit c'est tel côté de la montagne que tu vas devoir skier, et du coup, toi, tu n'as jamais skié, tu la regardes avec des jumelles, tu prends en photo, tu essaies de projeter où est-ce que tu vas pouvoir faire des sauts, etc. Et c'est que le lendemain que tu la skis, c'est ça? Ouais, c'est ça. En gros, t'as pas le droit d'aller dedans 2 semaines avant. Personne n'a le droit d'aller dans la face qui est dedans. Et du coup, t'arrives un jour avant, il y a un jour de repérage. Donc, des fois, tu peux accéder à pied en haut de la face, faire des photos, déjà regarder d'en haut, et une autre fois d'en bas. Et avec ça, avec la vision d'en haut, d'en bas, t'arrives à visualiser ta ligne. Et le jour après, le jour de la compète, c'est un run, point barre. Il n'y a pas de qualif, il n'y a pas de finale, c'est un run. Et là, faut pas tomber. T'as un sac à dos airbag, t'as une dorsale, t'as un Arva Pelsonde obligatoire. Ouais, c'est hyper sécurisé, quoi. Ouais. Et justement, pour parler de la sécurité, est-ce que toi, dans ce sport-là que t'as fait, qui a quand même ses dangers, il y a des gens qui t'ont dit peut-être ralentis, enfin, qui ont eu peur pour toi ou qui t'ont toujours soutenu, mais avec cette appréhension-là, tu vois? Bah ouais, ma famille, ils ont un peu plus peur avec le freeride, vu qu'il y a le côté avalanche, etc. Alors que pour moi, je trouve ça moins dangereux que le freestyle à des moments quand même. Mais ouais, il y a un côté où faut faire gaffe. Il y a des choses à savoir, faut faire attention, faut bien être équipé, faut pas partir tout seul. Après, moi, je suis aussi, j'ai pas fini mon BA de moniteur de ski. Je suis presque moniteur de ski maintenant. Donc, ça m'a énormément aussi apporté sur l'aspect un peu plus sécurité, pédagogique. Avant, il y avait pas, enfin voilà, j'avais pas forcément autant de connaissances que ça. Et aujourd'hui, ces connaissances me permettent d'avoir un peu plus de recul quand je vais faire une ligne avec des potes. J'essaye toujours un peu de regarder, forcément les conditions de neige, bien être équipé, enfin la base, quoi. Ouais, on n'y va pas n'importe comment, on va pas n'importe où. Je suis pas un professionnel de ça. Mais voilà, maintenant je fais pas n'importe où comme j'aurais pu le faire il y a quelques années où je savais même pas si je mettais même pas d'Arva, je savais même pas à quoi ça servait. Non, maintenant on est quand même sérieux là-dessus. C'est quoi selon toi, pour toi, le plus gros échec dans ta carrière sportive? L'échec, c'est pas avoir vraiment tu vois, des titres au niveau Europe, au niveau France, etc. J'ai pu les faire, champion de France, gagner des coupes d'Europe, top 10 en Coupe du Monde, mais vraiment gagner un gros titre, c'est ce qui m'a manqué. Et puis voilà, si jamais c'est pour ça qu'aussi j'ai eu envie de continuer à refaire une compète et me dire, il y a peut-être l'opportunité de rentrer sur le World Tour. Enfin, j'ai toujours, c'est plutôt ça qui me manque, tu vois. J'ai quand même encore l'envie de gagner un gros titre, un vrai gros titre. Et c'est plus ça pour l'instant. C'est pas un regret, parce que c'est pas fini, mais c'est plus ce qui me manque, quoi. Oui, donc autant se laisser la porte ouverte pour cette possibilité-là, quoi. Ça. En dehors du ski, c'est quoi les autres choses qui te passionnent à ce point-là? À ce point-là, franchement, j'ai que le ski. Hein. Ah ouais, vraiment, okay. À ce point-là, je parle vraiment, j'ai jamais retrouvé d'autres trucs. Je suis passionné, hein, comme je disais, moi sur Bali, là, c'est des projets qui sont différents, mais qui restent dans de la créativité.
Je suis dans le domaine de l'immobilier. C'est des maisons d'architectes, des designs. Et voilà, il y a quand même un lien par rapport au freestyle. C'est que ça reste, voilà, il faut être créatif, ou c'est visuel, etc. Et moi, c'est ça qui me passionne dans ce métier. Mais ça, c'est pas, on n'aura jamais la sensation d'un double corps ou de sauter une ligne. J'aurais qu'en ski, tu vois, t'as beau faire ce que tu veux, je retrouverai jamais autant d'adrénaline ailleurs. Mais la passion, être passionné par autre chose, oui, mais l'adrénaline, vive sur le moment, mais il n'y aura rien d'autre. Je pense que ça va être compliqué de trouver mieux là. C'est quoi, c'est ton cœur qui se détache quand t'es la tête en bas et que... Bah, je sais pas, c'est des sensations, il n'y a plus rien qui compte, t'es dans ton truc, tu sautes, tu machin, tu calcules rien, quoi. C'est la liberté aussi. Ouais, c'est ça, c'est de la liberté et tout. Donc, c'est pour ça qu'il y a énormément d'athlètes aussi qui font des dépressions. Quand tu sors d'une carrière, que tu as vécu des moments de dingue et tout, il faut savoir aussi, c'est hyper dur, hein, à toute petite échelle, hein, pas forcément à des grandes échelles ou quoi. Mais tu sais, voilà, les gens peuvent aussi te pousser à un niveau un certain niveau de. Ouais, bah tiens, t'as gagné des compètes, les gens ils sont derrière toi à fond, puis du jour au lendemain t'arrêtes, plus personne te pose des questions, te demande ce que tu fais, etc. Ah bah d'un coup, ouais, t'es plus machin qui gagnait. Et voilà, j'en connais, moi, ils ont été champions du monde, ils ont fini au bar 3 ans après, serveur, quoi. Du coup, la différence sociale, des fois, elle fait mal, entre guillemets. À l'ego, c'est de l'ego, hein, parce que voilà, t'as été champion, puis d'un coup, tu sais pas pourquoi, t'as raté une coche où tu te retrouves à être entre guillemets, dans le monde normal, et du coup, ce parallèle-là fait que du coup, t'en as beaucoup qui se prennent des chocs, ça met des chocs, et du coup, ils ont du mal à s'en remettre, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut garder bien les pieds sur terre, et puis se dire, bah, il n'y a pas de, voilà, si jamais demain t'arrêtes, bah oui, tu peux avoir un métier simple, etc., mais il faut être préparer un peu quand même en amont à décrocher petit à petit. C'est vraiment pas évident. Il y en a. Ouais. Si tu pouvais changer de vie avec un autre athlète juste pour une journée, t'aimerais changer de vie avec qui? Un Zidane, un truc comme ça. Un mec. C'est celui qui te faisait rêver, petit. Ouais, bah ouais, carrément. Plus un joueur comme ça là, qui a vécu des gros événements. Je pense que ça doit être sympa. Mais changer de vie avec lui pour retourner en 98 en juillet. Pour faire la finale en 98, sinon après dans sa vie tous les jours, non, ça m'a pas intéressé. Mais pour être dans sa peau, pour une finale ou revenir sur un truc, ouais, carrément. Quel est l'athlète que tu pourrais me recommander de recevoir dans Tribune et Podium pour faire le même exercice que toi? Bah, des copains, je pourrais te recommander des copains à moi qui sont encore dans le circuit Coupe du Monde ou des mecs là, il y a un petit jeune là qui a fait de la Clusa là, qui a fait des podiums, Timothée Sivignon, qui a fait deuxième à la Coupe du Monde en Autriche là récemment, et j'espère pour lui que l'année prochaine il y a les JO à Milan là, et je pense qu'il a bien ses chances, donc ça pourrait être cool. Merci beaucoup, en tout cas, pour ton temps, et merci pour ton témoignage, de nous avoir fait vivre les émotions de ta carrière sportive. Et puis, on va suivre avec attention la suite en freeride et pourquoi pas sur la Coupe du Monde l'année prochaine. Ouais, bah écoute, merci à toi de m'avoir reçu. Au plaisir. Et puis, écoute, on verra. En fin de saison, on saura si ça monte sur le World Tour ou pas. Et puis voilà, on croise les doigts. Merci d'avoir écouté cette histoire de sport et d'émotion. Cette aventure, je veux la vivre avec toi, tel un supporter prêt à clamer ton bonheur et parfois tes peines. Ensemble, nous allons vibrer plus fort, et pour ça, je compte sur toi pour t'abonner à Tribune et Podium sur ta plateforme d'écoute préférée. Je suis très curieuse de savoir quel athlète tu aimerais entendre dans ce podcast, alors dis-le-moi en MP sur Instagram, sur le compte Tribune Podium, ou tout simplement en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. On se donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir des histoires humaines dans Tribune et Podium. Écrivons ensemble notre histoire sportive. Ciao!